Dans cet épisode de Mes Bricolos, je vais vous présenter l'iPin. Alors qu'est-ce que c'est que l'iPin? Ne vous inquiétez pas, on va voir ça en détail dans cet épisode. Mais ce qui est très intéressant, c'est une réponse finalement à l'opposé de l'Apple Vision Pro, ce masque à réalité mixte là qu'on met sur les yeux, sur plein milieu du visage, qui va être commercialisé par Apple assez rapidement, là, début 2024. Donc ça permet de comparer un peu ces deux objets et de voir un petit peu les différentes propositions. Et aussi ce qui est intéressant, parce que c'est dans le nom, AI, Artificial Intelligence PIN. Alors on va voir pourquoi le petit mot PIN, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un objet, nouvelle technologie si vous voulez, qui intègre, et pour moi c'est le premier vraiment qui intègre totalement l'intelligence artificielle dans sa fonctionnalité, dans son usage. Donc on va voir tout ça dans cet épisode de Mes Bricolos. À tout de suite. Assalamu alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 12 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les gars? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver pour justement prendre le temps tranquillement, se poser, discuter, commenter, échanger sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. C'est notre petit rituel hebdomadaire, vous le savez maintenant. Chaque mercredi à 17h heure GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et alors là, ce qui est surprenant, c'est qu'a été présenté l'iPin. Alors ben voilà, vous l'avez, l'objet est devant vous, on est sur le site officiel de AIPIN. Alors ce qui est nouveau depuis hier quand j'ai préparé cet épisode de Mes Bricolos, c'est qu'ils ont affiché le prix. Avant, on ne savait pas trop combien coûtait l'objet et ils disent que ça commence à partir de $699, à partir de $700 pour ce petit objet. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce petit objet? On va aller sur le site de Design Boom parce que c'est Design Boom, c'est en regardant, comme je fais d'habitude, vous le savez maintenant, les dernières actualités sur l'ensemble des sites internet, Dizin, Core77, Design Boom, etc., que je m'informe et je suis tombé là-dessus en me disant tiens, c'est intéressant, je suis un peu passé à côté de cet objet, vous allez vous pouvoir pourquoi. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce petit objet, et qu'est-ce qui se cache derrière ce petit objet, c'est en fait un objet totalement autonome avec lequel vous interagissez et qui vous permet d'accéder à Internet, à prendre bien évidemment des appels, à envoyer des messages. Et ce que vous remarquez, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Il n'y a absolument aucun écran. Alors, ok, prendre des messages, tu peux toujours par le contact, parce qu'on se rend compte qu'il y a une surface tactile, bien évidemment, sur l'objet. On se rend compte qu'il y a une surface tactile, donc tu te dis, tu appuies dessus et effectivement, tu dis prendre l'appel, et puis tu peux, comme tu le fais avec ton Apple Watch finalement, c'est-à-dire tu peux répondre à l'appel, tu peux répondre à l'appel. D'ailleurs, on n'en a pas parlé lors de la dernière keynote, mais vous avez vu cette fonctionnalité, et vous allez voir, on va beaucoup en parler de la fonctionnalité par le geste, de l'interaction par le geste, mais sur la dernière Apple Watch, tu sais, tu fais ça, et en fait, tu peux décrocher ou raccrocher ton téléphone. Il a des capteurs qui permettent de voir de sentir le mouvement, cette pression que tu fais avec les doigts, et donc de déclencher des actions, des commandes. Et là, la seule différence, c'est que tu l'as sur toi et en fait, tu appuies dessus, tu réponds à l'appel et tu passes des commandes vocales. C'est-à-dire, tu peux dire, envoie le message, réponds à ça, etc., etc. Et en même temps, tu peux écouter la musique, puisque c'est un objet qui est totalement autonome, donc il te permet d'aller sur Internet, d'écouter de la musique, de répondre à tes messages, de prendre des appels. Comme je vous ai expliqué, il est complet, parce que l'objectif de ce petit objet, c'est de remplacer le téléphone totalement sans écran. Alors, sans écran, pas tout à fait, parce que tu as remarqué qu'il y a une espèce de truc vert qui s'affiche dessus. Ça, c'est l'indicateur de la commande. C'est-à-dire, alors je vais vous l'expliquer parce que c'est très intéressant, c'est qu'en fait, l'objet est totalement inerte et n'interagit absolument pas avec le monde extérieur. Et dès lors que tu appuies dessus, cette lumière s'allume pour dire qu'une commande est activée, c'est-à-dire que tu l'actives, et c'est là où il commence à écouter ce qui se passe, c'est là où il commence à prendre les informations pour te donner les réponses à tes requêtes. D'accord? Donc, c'est un objet qui est totalement inerte, encore une fois, sans écran. Mais cette petite barre verte, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que cette petite barre verte, elle te permet de pouvoir projeter dans la paume de ta main, et là, on atteint le monde du futur,
le turfu, on est dans le turfu absolu. Alors c'est pas la première fois, hein. Il y a eu plusieurs startups et plusieurs marques qui se sont risquées à la projection par laser sur des surfaces, parce qu'en fait ce qui est intéressant dans cette réponse, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'écran, tu n'as besoin de rien du tout, tu le projettes sur la paume de ta main. Tu le projettes sur n'importe quelle surface. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait quelqu'un qui avait développé un clavier comme ça, avec un laser qui était projeté sur une surface, sur une table. Ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire à la seule différence, c'est que tu le projettes sur la paume de ta main. Et alors l'avantage, c'est que tu peux lire le message, tu peux envoyer des informations, tu peux confirmer des informations. Si tu reçois un appel, évidemment, tu peux voir la personne qui t'appelle. Et en plus de ça, il y a des commandes qui sont actionnées par le mouvement de la paume de ta main. C'est-à-dire qu'en gros, et alors là on ne le voit pas, mais on le devine et je vais vous l'expliquer, quand tu as un message qui est long, et que tu as besoin de scroller quand tu prends ton téléphone, ben, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu prends ton téléphone et tu viens scroller en glissant ton doigt sur l'écran. Mais là, évidemment, comme tu n'as pas d'écran, comment tu fais? Ben, en fait, simplement en créant un angle avec la paume de ta main, ben, tu vas actionner le défilement. Et en fait, la personne qui a conçu cet objet, alors on va voir qui c'est, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la personne qui a conçu cet objet a fait en sorte qu'il utilise 4 mouvements, c'est-à-dire pour scroller vers le haut, pour scroller vers le bas, pour aller vers la gauche et pour aller vers la droite. Donc confirmer une action, affirmer une action, désactiver une action, etc. Donc au-delà de la fonctionnalité qui est déjà assez impressionnante de la voix, des commandes vocales en utilisant l'intelligence artificielle. Il rajoute une gestuelle à la fois sur l'objet lui-même afin de le déclencher et aussi sur la projection par ce laser sur la paume de ta main afin de naviguer à l'intérieur des différentes fonctionnalités de l'objet. Donc c'est intéressant parce que pour le coup, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun écran. Et ce qui est intéressant et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a une espèce de petite caméra et on a des capteurs, c'est-à-dire qu'on a bien sûr tous les capteurs nécessaires qui permettent d'appréhender l'espace qui est en face de cette petite interface. Assez élégante d'ailleurs, je trouve. Mais alors là, on voit bien une image qui est très intéressante, c'est qu'on la voit tenir un fruit qui est pour elle énigmatique, et donc en appuyant dessus, elle déclenche la fonction, et la petite caméra vient regarder ce fruit et lui donner la réponse. Donc tu arrives, tu prends ton truc, et tu dis qu'est-ce que j'ai entre les mains? Et le truc, enfin tu appuies dessus, là, tu fais qu'est-ce que j'ai entre les mains? Et le mec il dit t'as un mug vert dans les mains, tu vois. Donc alors, évidemment, quand c'est un mug, tu sais ce que c'est, mais quand tu as un fruit tout chelou en face de toi, ça te donne des informations utiles. Et évidemment, donc, quand tu le déclenches, ça vient observer et regarder ce qui est en face de toi et donc te donner les informations en fonction de ton environnement. Ce qui est très intéressant. Alors, ce que je trouve remarquable dans cet objet, c'est il y a un côté très intuitif dans l'objet et absolument pas intrusif. Et c'est vraiment ce qu'il cherche à faire. C'est-à-dire que tu n'es plus avec un écran qui vient te focaliser constamment et prendre ton attention en permanence. Il intègre l'intelligence artificielle pour se passer totalement de l'écran, ce qui te permet de ne plus être dans une dynamique où tu es, enfin dans une posture où tu es toujours devant ton écran, mais tu découvres le monde qui est autour de toi. Et lui est un simple compagnon accroché sur ta veste, sur ton torse, qui participe et qui t'accompagne pour te donner toutes les informations utiles. Sur le principe, en termes de design interactif, design numérique, c'est design produit aussi, c'est un objet qui est extrêmement intéressant et c'est ce que je vous disais, on remarque deux choses. La première chose, c'est que quand même en termes de design, on est très proche d'Apple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous vous êtes fait la remarque quand vous avez vu l'objet et que vous l'avez découvert quand je vous l'ai présenté, mais c'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir ici le Dynamic Island. Tu sais, le Dynamic Island, c'est cette espèce de barre, tu as vu un peu, que tu as au-dessus, parce que j'ai le 14 Pro, donc qui est apparu avec le 14 Pro. On a vraiment l'impression d'avoir le Dynamic Island, cette espèce de barre interactive qu'a mis en place Apple pour justement intégrer tous les capteurs, même en termes d'objets. C'est-à-dire là, tu as l'impression d'avoir une Apple Watch un peu avec une... j'ai utilisé un peu avec une courbe, c'est-à-dire une espèce de section
un peu incurvé, tu vois. Mais tu as l'impression d'avoir une Apple Watch sans écran un peu incurvé. D'accord? Donc, en termes de langage formel, on est quand même dans un objet très Apple-esque. Ça va être le nouveau terme. C'est Apple-esque ce que tu as fait, tu vois. Donc, mais en termes de fonctionnalité, on est diamétralement opposé, et c'est ce que je vous expliquais en introduction, à l'Apple Vision Pro. Ce masque, pardon, je ne vais jamais réussir à le dire, je me plante toujours, ce masque de réalité mixte qui se met sur les yeux, qui va être donc commercialisé dans les prochains mois, où justement on est complètement, où l'écran, c'est-à-dire que tu avais déjà dans ta main avec ton iPhone, en fait il va venir totalement sur tes yeux, comme ça, hein. Ça va être une barre, espèce d'écran au niveau de tes yeux. Et alors ce qui est intéressant, c'est que évidemment dans ces épisodes de mes bricolos, c'est pour ça que j'adore faire ça, c'est que je lis l'article en entier pour comprendre la fonctionnalité de l'objet de Design Boom, mais une fois que j'ai lu l'article en entier, j'ai envie de s'en savoir plus, parce qu'on connaît très bien Design Boom, et Design Boom, ils ont pas, je veux dire, ils te décrivent l'objet, ils viennent sélectionner, décrire un objet, mais limite, ils reprennent les communiqués de presse. Il n'y a aucun... Il n'y a aucun élément supplémentaire qui est apporté par ce site internet. Et donc, je commence à regarder. Et là, je tombe sur cette vidéo qui a été publiée il y a un petit moment déjà, il y a 6 mois, qui a fait 1,7 million de vues. Et je me fais la remarque que je suis bien triste de ne pas l'avoir vu avant. Parce que finalement, il a été montré avant que l'Apple Vision Pro soit présenté par Apple. Donc, c'est un TED Talk. Et ce TED Talk est présenté par le fondateur de YouMine, donc cette marque dont je viens de vous parler, de cet objet dont je viens de vous parler, qui s'appelle Imran Chaudhry. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque? On ne voit que des produits Apple, parce que le mec, c'est un ancien d'Apple. Alors, on va découvrir son histoire un petit peu rapidement, sa biographie. Mais quand je tombe sur ce TED, écoutez bien ce qu'il dit. But what comes next? Qu'est-ce qui arrive après ce qu'on a vu, tous ces écrans? Et là, il montre ça. C'est ce qui est proposé. Et alors ça, il faut bien savoir une chose. C'est que l'Apple Vision Pro n'était pas encore présenté par Apple. C'était il y a 6 mois, l'Apple Vision Pro. La présentation de l'Apple Vision Pro, c'était avant 6 mois. Donc, je ne suis pas sûr du calendrier, mais je suis quasiment... c'était soit avant, soit juste après. Tu vois le délire, quoi. Some believe AR, VR glasses like these are the answer. Alors, certains pensent que les écrans qui intègrent l'intelligence artificielle, c'est la solution. Screens we already have in our lives today to being just millimeters away from our eyeballs. Donc, tous les écrans que nous avons actuellement vont se retrouver à quelques millimètres de nos globes oculaires. A further barrier between you and the world. Une barrière supplémentaire entre toi et le monde. And the future is not on your face. Et le futur n'est pas sur ton visage. Alors, je vous conseille d'aller voir cette présentation par Imran, qui est un régal sur ce TED Talk, qui a fait 1,7 million de vues. Peut-être que vous l'avez vu, moi je ne l'avais pas vu. Et c'est très intéressant parce que je le rejoins totalement, même si sa proposition, on peut en débattre, parce que il aurait pu le faire avec une transition. On va en y venir. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, depuis le départ, depuis l'Oculus qui a été présenté par Meta, cette espèce de masque à réalité, par contre, totalement virtuelle, hein. Au début, c'était l'Oculus, c'est vraiment ce masque de Meta. Là, tu vois pas le monde qui est autour de toi, tu es totalement enfermé dans ce monde virtuel, ce que Facebook voulait absolument nous imposer au forceps, c'est-à-dire le metaverse, qui n'a absolument pas fonctionné. Et depuis le départ, j'ai des discussions avec mes copains designers, dont notamment Saphir. Salut mon pote, tu te reconnaîtras puisque tu regardes ces épisodes. Mais on a des discussions justement où moi, j'ai jamais adhéré à ça. Et je trouve qu'effectivement, comme lui, comme Imran, cette logique de poser l'écran au niveau des yeux est inverse à ce que, en fait, naturellement, dans la logique d'interaction avec le digital, avec le monde numérique, dans la logique d'interaction, c'est plutôt faire disparaître l'écran au profit de l'expérience sensible, de l'expérience tangible. Et que, finalement, l'avènement de l'intelligence artificielle est d'une certaine façon une réponse à cette obstination vers l'écran. Alors, tout ça peut être nuancé, tout ça peut être aussi
progressif, et on va voir pourquoi cet objet, je pense aussi que le saut technologique que propose cet objet, le saut interactif que propose l'objet que Imran nous a proposé avec cet objet, donc iPin, ce saut est quand même assez important. Et on va voir pourquoi. Alors, qui est Imran Chaudhry donc, et c'est là où ça devient très intéressant. C'est que c'est un designer anglais, américain, anglo-américain, qui est spécialisé dans l'interface utilisateur et qui est donc un designer interface. Interface utilisateur et interaction, design interactif, design utilisateur, tu sais, on parle de UI, UX, mais là on est vraiment sur le design interactif. On avait des cours à l'ENSI sur le design interactif, et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été chef du département design interactif de 95 à 2007. Alors pas tout de suite en 95 parce qu'il a commencé en tant que stagiaire, mais il a évolué pour devenir chef du département design interactif chez Apple. Et donc, il a travaillé sur le Mac, l'iPod, l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV, l'Apple Watch, l'AirPods et le HomePod. D'accord ? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a travaillé sur tout, sauf sur l'Apple Vision Pro. Tu vois où je veux en venir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand tu fais un geste, tu sais, pour activer ton téléphone, c'est-à-dire ce geste de monter vers le haut, le geste tu vois, de glisser de haut en bas. En fait, c'est son équipe qui ont développé ça. Et ça fonctionne très très bien. Donc le mec, tu peux pas douter de son, je veux dire, de son professionnalisme et de ses connaissances sur ces principes interactifs humains. C'est-à-dire, autant tu peux remettre en question son positionnement sur, je veux dire, l'intégration de l'écran dans le quotidien et la façon dont lui pense qu'il faut totalement se débarrasser de ces écrans, mais en tout cas, sur le plan de l'intelligence, de l'interaction et de la communication avec les objets par le geste, par le regard, par la voix, tu peux pas douter de son j'allais dire de son intelligence, tu vois, de son efficacité. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'à la fin de cette petite biographie, puisque c'est une petite biographie, on remarque qu'il a quitté Apple en 2017 en expliquant que finalement, Apple ne se risquait plus à l'innovation et que c'est pour ça qu'il quittait. Alors, il a quitté Apple en 2017, on connaît les secrets, la politique de secret chez Apple. Donc, on ne savait pas pourquoi il a quitté Apple en 2017. Mais en fait, on s'est rendu compte parce qu'il a envoyé un mail au personnel qui a été leaké sur les internets. Et en fait, une fuite, en fait, tout simplement de cet email. Et en fait, il explique Chaudhry. Donc ça, c'est un article de Fast Company qui est un lien justement de la biographie de Imran sur Wikipédia, où en fait, il dit que finalement, en citant ce poète perse Rumi, il dit que finalement, il veut changer de rivière puisque cette rivière ne bouge plus. En gros, Jonathan Ive et d'autres personnes chez Apple ont pris ça comme étant en fait finalement une critique directe d'Apple, comme quoi il ne se risquait plus à l'innovation et qu'il n'y avait vraiment plus depuis le départ de Steve Jobs une politique d'innovation et qu'on était plutôt vers des choses très, très répétitives sans vouloir essayer d'être disruptif. Ce qui n'est pas faux du tout. Et ce qu'on remarque aussi, et donc là il s'est fait virer littéralement dans le mois, on l'a dégagé parce que Apple n'a pas supporté cette insinuation, parce que c'est même pas une critique directe, même lui après coup a dit mais en fait ils ont mal compris, parce que c'est pas parce que tu cites un poète perse que tout d'un coup ça veut dire que tu fais une critique directe. Alors c'est subtil certes, c'est aussi une façon d'exprimer un ressenti, mais tu peux pas lui reprocher. Mais par contre, Apple n'ont pas du tout apprécié. Résultat, ils l'ont foutu à la porte.
Et ce qui est intéressant, c'est le calendrier. C'est-à-dire que quand je vous avais présenté l'Apple Vision Pro dans mon ancien épisode de Mes Bricolos, c'était l'épisode 49 de la saison 3, et aussi on avait fait un autre épisode 42 et 43, donc 42, 43 et 49. De toute façon, je les mettrai en lien à la fin de la description. Je vous avais dit une chose, c'est que je vous avais dit qu'ils avaient commencé à travailler sur l'Apple Vision Pro en 2015. Donc tu as l'impression... Et ça, c'est moi qui fais de la spéculation. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre, quand on fait du design, quand on est un professionnel du design, et c'est ce que j'essaye, parce que c'est mon métier, et c'est ce que j'essaye de vous donner comme angle de lecture. Vous voyez ce que je veux dire, c'est de connaître un petit peu comment ça fonctionne pour vous donner... Mais en fait, tu as l'impression que de 2010 à 2015... il y a eu quand même cette volonté, après le décès de Steve Jobs, d'essayer de continuer à faire fonctionner cette entreprise dans la même logique et sous la même impulsion que Steve Jobs avait insufflé à cette marque, évidemment. Et qu'en fait, finalement, Tim Cook, le nouveau CEO, finalement, n'avait pas du tout les mêmes ambitions, était peut-être plus machin, etc. Et il y a eu de plus en plus de tensions. Et arrivé en 2015, avec la volonté de travailler sur un masque de réalité mixte, on est arrivé à un point d'inflexion où les différents chefs des départements design, eux, n'avaient pas la même vision. Il y a eu un conflit interne, et ça a été documenté. On en a parlé à plusieurs reprises avec l'équipe de design et les dirigeants d'Apple. Et ce conflit a amené à une espèce de dissolution des différents départements de design, où ils ne sont pas nombreux, finalement, il faut le savoir, ils ne sont pas très nombreux chez Apple, dans le département design, une dissolution. Et là, tu as vraiment l'impression que Imran, il s'est barré en 2017 parce que ça ne lui allait pas du tout, et que finalement, il a pris ses clics et ses claques parce qu'il voulait avoir son indépendance pour développer son propre projet. Alors, depuis le lancement de cet objet, The Verge et Futurama avec The Byte sont très critiques sur cet objet. Ça ne peut pas marcher, ça va coûter trop cher, c'est un objet qui est totalement autonome, qui n'utilise pas de téléphone, et il faut payer un supplément de 24 $ par mois pour pouvoir le faire fonctionner. Donc un abonnement T-Mobile, ça ne fonctionnera qu'aux États-Unis dans un premier temps. Il faut payer un abonnement supplémentaire pour pouvoir être connecté à Internet sans passer par son téléphone, puisqu'on est sur un objet totalement indépendant. Que c'est un objet qui va coûter 700 balles quand même, et la base, c'est-à-dire le point de départ. Donc 700 $ pour un objet qui... tu as des téléphones qui sont de très haut de gamme. Quand tu arrives à 700 $, tu es sur un téléphone portable haut de gamme. 700 $, on est sur du haut de gamme. Donc ça veut dire c'est quand même un parti pris qui est quand même assez fort, parce que partir sur un objet qui va concurrencer les flagships des plus grandes marques de téléphonie mobile, avec un objet qui n'a aucun écran, qui ne te permet pas d'installer des applications, ce genre de choses. Alors, ils te disent qu'ils sont en partenariat avec Tyndall, c'est le truc d'écoute, là, je crois que je l'ai bien prononcé, mais enfin, bon, t'as compris, qui est un peu le concurrent de Deezer, qui est un peu le concurrent de Spotify et d'Apple Music. Donc, ok, mais les autres plateformes, si tu as un abonnement sur une autre plateforme, tu ne peux pas t'en servir, et tu n'as aucune interaction entre cet objet, l'iPin, et ton téléphone. Vraiment, tu ne peux pas le coupler. Donc, force est quand même d'admettre qu'ils n'ont pas tort, c'est-à-dire que, et c'est là où je vous dis en termes de proposition d'une nouvelle interaction, cette espèce de saut dans une nouvelle fonctionnalité est tellement énorme, ce saut technologique est tellement énorme, que je ne suis pas convaincu de son adoption, même si j'adhère totalement à la vision, et je reste absolument convaincu que rapprocher l'écran au niveau des yeux n'est pas la solution. Donc, bien sûr qu'en l'occurrence, moi, j'aurais peut-être, si j'étais pote avec Imran, je lui aurais dit, écoute, pour une première version, garde une interaction avec le téléphone. Garde un objet qui propose toutes les fonctionnalités que tu proposes, c'est-à-dire le fait que tu tiennes, tu demandes des informations, il vient t'accompagner, te donner tous les éléments, mais parce qu'en plus, s'il doit être totalement autonome, ce qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il doit utiliser un processeur
pour calculer et pouvoir te proposer, faire tourner l'intelligence artificielle et te proposer, il doit utiliser un processeur qui tourne quand même assez fort, tout un système intégré dans l'objet. Ça veut dire qu'il consomme beaucoup de batterie. Quand tu achètes cet objet, tu as 3 batteries supplémentaires qui viennent se coller. Alors tu regarderas, hein, tu pourras aller voir les vidéos si ça t'intéresse, mais en gros, tu viens mettre ton objet, tu as la batterie qui est aimantée de l'autre côté et qui permet de pouvoir tenir sur ta veste. Mais je veux dire, donc il te propose 3 batteries supplémentaires parce qu'il faut peut-être certainement 3 batteries pour qu'ils tiennent toute la journée. C'est dommage. C'est-à-dire, si une seule batterie te permettait de faire toutes les interactions et que ton objet soit connecté à ton téléphone pour accéder à Internet, tu économiserais énormément d'électricité et tu aurais un objet qui serait évidemment beaucoup moins cher que ce qu'il est au prix auquel il est proposé, si tu vois ce que je veux dire. Donc, mais par contre, après, c'est un parti pris. Il a décidé d'avoir cette espèce de parti pris. Puis en plus, ça t'aurait évité pour la première version d'avoir ce système de laser qui est tout relatif, qui est encore un nouveau système où tu viens lire toutes tes fonctionnalités sur la paume de ta main, même si c'est très intéressant. Pour une deuxième, une troisième version, ça aurait été bien sûr totalement aussi intéressant et il aurait pu maîtriser par étapes chaque élément, chaque fonctionnalité qu'il souhaite commercialiser. Tu vois ce que je veux dire? Donc si je fais ce travail de regard critique, c'est que c'est cette idée d'équilibre. Si vous êtes un jeune designer, que vous êtes un designer confirmé, peu importe, mais quand on fait du design, on a toujours ce problème de l'équilibre. C'est-à-dire jusqu'où je peux aller pour que mon objet soit compréhensible, soit facilement... je veux dire, il puisse être facilement... Que les consommateurs puissent finalement facilement se l'approprier, facilement l'utiliser, qu'il soit perçu de façon cohérente et logique par les consommateurs, par mes clients. Et c'est vrai que là, même si l'objet est intéressant, c'est pas intuitif. D'accord ? Il y a tellement de nouvelles fonctionnalités. Je trouve que c'est dommage d'avoir fait un saut aussi important et qu'il aurait pu faire un pas pour après en faire un autre, quitte à sortir la version 2 un an après. Tu vois, il avait déjà travaillé sur toutes ces fonctionnalités, puis petit à petit, travailler cette évolution au fur et à mesure. Je pense que c'était la bonne réponse. Maintenant, on a au moins une proposition qui est totalement innovante, qui est absolument incroyable et qui remet complètement en question la logique d'interaction et notamment l'Apple Vision Pro d'Apple, parce que ce qui est très intéressant avec cet objet, et je vais finir là-dessus, c'est que comme il n'intègre absolument pas d'écran, comme il intègre totalement l'intelligence artificielle, on est sur une interaction justement, parce que l'intelligence artificielle qu'il intègre, c'est ChatGPT, donc il a créé une couche au-dessus de ChatGPT pour que les commandes soient spécifiques à cet objet. Mais en gros, voilà, c'est ça qui est très intéressant. C'est jusqu'à présent, ChatGPT, c'était, tu as soit une application sur ton iPhone, soit quand tu ouvres ton Google Chrome ou ton Safari, bah, tu tapes ChatGPT, puis tu viens taper sur ton clavier, alors que tu es en face d'une technologie où tu as envie finalement de dialoguer directement avec la voix, etc. Et donc là, c'est vrai que cet objet permettait ça, et je trouve qu'en termes de réponse, fonctionnalité, ergonomie, interaction humaine, je trouve que pour moi, c'est ce qu'aurait dû travailler Apple. Vraiment, je te le dis honnêtement, c'est vers quoi, je pense, Apple aurait dû se diriger. Peut-être pas aussi brutalement que l'a décidé Imran, avec son AI PIN et sa marque Human, mais en l'occurrence, aller dans ce sens-là. Voilà, en tout cas, c'est cet épisode de mes bricolos. Alors évidemment, c'est des épisodes qui sont un peu longs parce que j'ai pas envie simplement de décrire l'objet comme font tous les youtubeurs, puisque c'est pas le principe de ces épisodes de mes bricolos, c'est de prendre le temps. J'ai envie qu'on prenne le temps. Moi, j'ai pas envie de faire des shorts de 30 secondes en faisant ouais, gna, gna, tu sais, en faisant tous les gimmicks des TikTokers, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie qu'on se pose un peu et qu'on discute, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on se pose ces questions-là. Et donc, je vous attends dans les commentaires. Je vous attends dans les commentaires pour me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais sérieusement, je suis hyper intéressé par savoir ce que vous en pensez. Est-ce que aussi pour vous, l'intégration des écrans encore plus près du visage est la solution, ou est-ce que cet objet finalement serait une réponse, et comme je le pense moi, une réponse intelligente qui vient en tout cas donner une bouffée d'oxygène dans ce monde qui va de plus en plus vers l'individualité, quoi, je veux dire l'enfermement.
Tu comprends ce que je veux dire? Donc je vous mettrai en lien toutes les vidéos et puis à la fin de cet épisode, ça va s'ouvrir à droite et à gauche euh, pour accéder à ces épisodes-là. Comme ça, vous pouvez continuer à regarder tout ça et à voir, parce que c'est ça ces épisodes de Mes Bricolos, à archiver, donc à voir un petit peu l'évolution et les discussions qu'on a eues autour de ce thème. Et puis abonnez-vous. Abonnez-vous les gars. Je vais pas foirer. Abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne de Mes Bricolos, c'est très important parce qu'on n'est pas aidé. Donc franchement, honnêtement, ça me fait plaisir à chaque fois que j'ai un nouvel abonné. On va bientôt arriver à 800. C'est énorme, 800, c'est un amphi de ouf. Imagine un peu. Même si vous êtes 150 à me regarder chaque semaine, ça me fait super plaisir. Vous êtes 150 mes meilleurs potes, mes 150 meilleurs potes. Allez, abonnez-vous, on regarde les vidéos qui s'ouvrent à droite et à gauche, on s'abonne et je vous dis à la semaine prochaine. Slama à tous.